Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission Avec Judith, diffusée sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, nous recevons Marc Trévidic, magistrat, ancien juge d'instruction, figure de la lutte contre le terrorisme islamiste et connu pour son franc-parler. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Vous êtes magistrat et responsable du pôle criminel à la Cour d'appel de Versailles. Vous avez exercé comme juge antiterroriste de 2006 à 2015. Vous avez été président de l'Association française des magistrats instructeurs. Vous êtes également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le magasin jaune en poche, également de Justice présumée coupable aux éditions Albin Michel. Alors nous allons débuter cet entretien qui est consacré au changement dans la vie. Ce métier, c'est une identité. Qu'est-ce qui, dans vos études, dans votre entourage familial, vous a amené à faire des études de droit, puis à devenir juge? Alors, dans l'entourage familial, personne, parce que je n'avais pas du tout ça dans l'entourage familial. Mes parents travaillaient chez Renault. Mais peut-être une certaine éducation et le goût de la justice, au sens large. Ça, je pense que mes parents me l'ont inculqué. Et après, par hasard, j'ai fait des études de droit. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et le droit m'a plu. Je me suis retrouvé un peu coincé là-dedans. Du coup, qu'est-ce que j'allais faire? Et j'ai eu un prof de droit qui m'a conseillé de préparer la magistrature, le concours. Je l'ai réussi, voilà, je l'ai réussi et puis je me suis retrouvé dans cette grande aventure de la magistrature. Et juge d'instruction? Ça, quand justement j'ai préparé l'école de la magistrature, j'avais déjà dans la tête d'être juge d'instruction. Mais là, c'était un peu une vision romantique de la justice. À l'époque, il faut comprendre, peu de temps avant, il y avait le juge Michel qui avait été assassiné, quelques années encore avant, le juge Renault. Donc des figures qui avaient été dues à des films, là, avec Patrick Devers, donc des figures très, très justiciers. C'est pas ça dans la réalité, hein. Mais en tout cas, c'est l'image que j'en avais. Je vais être juge d'instruction aussi, je vais être justicier. Un peu Zorro, quoi. Voilà, il faut que les méchants soient punis, qu'on les arrête, etc. Bon, évidemment, j'ai maintenant un peu plus de bouteilles. J'ai pris un peu du recul par rapport à cette vision un peu simpliste. Alors, dès vos années de stage au tribunal de grande instance de Nanterre, à l'âge de 23 ans, vous décidez de ne pas devenir juge pour enfants. Vous écrivez « C'est une formation très utile sur le papier, mais les conditions pour l'exercer étaient inversement proportionnelles à son utilité. » Et aujourd'hui, je vous cite, vous écrivez dans Justice présumée coupable « Je suis désabusé par le spectacle récurrent de tous ces enfants abusés, hélas, devant tant d'atrocités. Les enfants continuent d'être violés par les pères, les frères, les beaux-pères, les grands-pères, les oncles, les cousins, les amis de la famille, les curés, et j'en oublie. » Fin de citation. Que pensez-vous de l'assassinat de la petite Liana alors que la population et les responsables politiques français mettent en cause la justice? Eh bien, premièrement, c'est donc pas nouveau ce problème des enfants abusés, violés. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dès que j'ai commencé. Premier poste de juge d'instruction en Picardie, à Péronne. Il y avait beaucoup d'affaires d'inceste, énormément d'affaires d'inceste. J'ai vu aussi beaucoup d'enfants maltraités placés à l'ASE. L'ancienne, c'était la DAS avant, l'aide sociale à l'enfance, qui sont pas beaucoup mieux dans leur famille d'accueil ou dans les foyers, et qui sont victimes également de maltraitance. Donc je trouve que l'État français de manière générale se désintéresse de ce qui est essentiel, c'est-à-dire notre enfance, qui est notre avenir, concrètement. D'abord parce que ça produit des adultes qui sont déséquilibrés, toutes ces atrocités qui sont commises sur nos enfants. Ça produit du mimétisme. Beaucoup d'adultes violeurs ont été victimes de violences eux-mêmes. Voilà, de violences eux-mêmes. On en voit plein en cour d'assises. Aujourd'hui, je préside des cours d'assises, donc je vois ça, des cours criminelles départementales. Donc c'est vraiment, pour moi, le point principal, l'enfance en danger, pour éviter de créer des criminels ou des adultes déséquilibrés. Et c'est le point qui est le moins investi par l'État, qui a donné ça au département, puisque l'aide sociale à l'enfance, c'est les départements. Donc l'État se moque complètement de notre enfance en danger. Alors après, de temps en temps, quand il y a un fait divers comme il y en a, c'est une affaire d'État, là, pour le coup. Mais ce n'est pas une affaire d'État au quotidien, si vous voulez. Ça dépend, c'est les départements qui doivent s'occuper de l'enfance en danger d'une manière générale.
Il faudrait apprendre à prioriser. On n'a pas l'argent pour tout faire. Et effectivement, l'affaire Liana nous apprend ça aussi. Les crimes contre les personnes, c'est ce qu'il y a de plus grave. Les crimes contre les enfants, c'est ce qu'il y a de plus grave du plus grave. Et c'est ce qui est traité un peu à la va-vite comme un contentieux de masse, alors que chaque affaire de dénonciation de viol sur mineurs devrait au contraire nous amener à mettre au-dessus de la pile. Et l'affaire Liana, c'est des choses que l'on voit tout le temps en fait. Hein. Il faut bien le comprendre. Ça ne se finit pas par la mort d'un enfant. Donc on n'en parle pas tout le temps. Mais moi, en tant que président de cour d'assises, je vois beaucoup de dossiers où les personnes accusées, au début, mises en cause au début, n'ont été mis en garde à vue que 1 an, 2 ans, 3 ans après les faits et la dénonciation. Pas simplement l'histoire de quelques mois dans l'affaire Liana. Et je vous assure que c'est monnaie courante. Donc si vous voulez, moi j'ai ce recul, je vois tous ces dossiers-là arriver, je les juge, je vois le parcours de ces personnes qui vont finalement être condamnées. Je vous assure qu'elles sont laissées dans la nature très souvent à cause de l'amas de procédures et de notre incapacité à prioriser au milieu de toutes les injonctions contradictoires. Occupez-vous du trafic de résine de cannabis, occupez-vous... Oui, on a tellement de... Alors, ça ne veut pas qu'il n'y a pas des erreurs individuelles. Ouais. La justice, c'est un service d'urgence aujourd'hui. C'est exactement les urgences d'un hôpital. Quand il n'y a plus de lit... C'est la cour des miracles. Hein, non, mais moi, j'ai déjà été aux urgences, j'ai eu un problème. Moi, je me suis retrouvé aux urgences, j'ai passé la nuit sur un brancard dans un couloir. Qu'est-ce qui se passait pour les internes? C'était qu'est-ce qui est le plus urgent? Parmi les gens sur les brancards, qu'est-ce qui est le plus urgent? Lequel va nous canner entre les barres? Et donc, ils sont obligés de faire des choix quand même. Alors, après, ils font des erreurs aussi. Ben, la justice, on est obligé de faire des choix. Et aujourd'hui, dans cette espèce de masse, on est incapable de faire ces choix. Quand des problèmes très importants deviennent du contentieux de masse, les agressions sexuelles, les viols, il y a tellement de dossiers qu'on ne voit plus l'importance de chaque dossier, de devoir regarder, même entre des choses horribles, s'il y a quelque chose de plus urgent qu'autre chose, vous voyez? Oui, bien sûr. Entre des urgences, il y a toujours... Ah, quand même, c'est un peu plus inquiétant parce que c'est pas intrafamilial, c'est plus prédateur. Là, attention, il est peut-être plus dangereux, il faut vraiment s'occuper de lui en priorité. C'est ça, prioriser. Mais c'est très, très difficile. Mais ça n'empêche pas, encore une fois, que c'est le boulot qu'on attend de nous aussi. Hein. Donc, je ne suis pas en train de laver plus. Il peut y avoir des erreurs individuelles et d'avoir sous-estimé la dangerosité d'une personne et l'urgence d'un dossier, tout à fait. Mais on a un système qui favorise l'erreur, si vous voulez. C'est ça que je voulais dire. Comme le système des urgences dans les hôpitaux aujourd'hui. Et que pensez-vous de la proposition du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, de demander au procureur de revoir 70 000 dossiers d'agressions sexuelles sur enfants d'ici la mi-juillet? C'est infaisable, c'est tout. C'est infaisable. Et on va les revoir comment? Il y a le travail quotidien, hein, il y a les audiences qui se passent, il y a le travail quotidien des magistrats. Donc comment ils vont arriver en plus à avaler d'ici fin juillet, etc., une analyse sereine de prioriser ces dossiers? Après, il y a les enquêteurs, c'est pareil. Il va falloir aussi que les enquêteurs, une fois que les parquets auront donné des consignes, celui-là est plus important que tel autre. Et puis après, il y a tout ce qui est une enquête. Il ne faut pas croire qu'on claque des doigts. Quand vous avez une plainte pour viol, il y a des choses qu'il faut faire avant de mettre en garde à vue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne un exemple. Oui. Par exemple, est-ce que le téléphone de la personne mise en cause borné sur les lieux du viol? C'est aussi simple que ça. Mais il vaut mieux avoir cette bille-là, le savoir, avoir les réquisitions téléphoniques avant de mettre la personne en garde à vue pour pouvoir le mettre face à cette contradiction. Si, monsieur, vous n'étiez pas à 500 km, vous étiez bien... Vous voyez, c'est juste un exemple. C'est très concret. Mais donc, il y a quand même des petites choses qu'il faut faire avant de... Si vous allez directement, dès qu'il y a une plainte, mettre en garde à vue quelqu'un, vous n'avez pas cherché les preuves éventuelles que vous pourrez avoir et pour le mettre en difficulté en garde à vue. Donc, il faut faire gaffe aussi. Mais le manque de moyens, vous l'avez dit, ça n'excuse pas pour autant les fautes professionnelles, s'il y en a eu. Évidemment. De la même façon qu'un urgentiste, on lui demande de voir les priorités dans les gens qui se présentent. Et nous, on lui demande aussi de voir les priorités dans les dossiers. Et peut-être qu'il y a des fautes personnelles dans ce dossier-là. C'est pas à moi de le dire, de toute façon. C'est possible. Donc, ni bouc émissaire, ni prétexte. Non. Écoutez, on est responsable. Hein. Il faut aussi voir si le travail a été bien fait, ou si vraiment il y a des choses qui sont, en tenant compte des difficultés du boulot que je viens de décrire, mais qui sont quand même pas normales par rapport à ce qu'on demande de la compétence d'un magistrat. Et le problème des violences contre les enfants dépasse la seule justice. La prévention, le repérage, le signalement, l'alerte sont indispensables et concernent les enseignants, les professionnels de santé, la famille et plus généralement le voisinage. Oui, mais ça concerne énormément de monde et si tout le monde y met du sien, c'est ce qui est en train de se passer quand même.
Ça change un Oui, petit mais peu. alors ça donne quelque chose, ça donne énormément de signalements pour les procureurs, il faut bien comprendre. Par rapport à une époque que j'ai connue quand j'ai commencé, j'ai quand même commencé en février 91, c'est pas hier, mon premier poste de juge À Pérolle. d'instruction, oui, à Péronne. Quand vous avez ce phénomène-là de libérer la parole complètement, alors ça a été vrai pour les femmes, maintenant c'est de plus en plus vrai pour les enfants qui se confient beaucoup plus facilement, eux aussi, à leurs copains, copines, aux profs, au Ce qui est un CPE. progrès. C'est un progrès. Mais vous comprenez bien Oui, après, il faut que ça qu'on appelle suive. le Versailles, tous les ans, on a 30% de plaintes de plus pour des viols, des agressions sexuelles. C'est 30% de plus chaque année. Il faut quand même qu'on ait les moyens de les traiter. Il n'y a pas de magie quand même. Vous voyez, il n'y a pas de magie. Vous libérez la parole, donc ça arrive à... Vous ouvrez la vanne. Hein. Et quand vous ouvrez la vanne, s'il n'y a personne pour avaler le flux d'eau qui arrive, si vous voulez, bah, ça donne des enquêtes qui ne sont pas faites et des délais de plus en plus longs pour faire l'enquête. Et on se retrouve dans le problème, il y en a quelque part. Donc méfiance, on ne peut pas non plus vouloir qu'il y ait beaucoup plus de plaintes, ce qui est un bien, encore une fois. Hein. MeToo, plus de... Très très bien, c'est logique. On parle de crimes, c'est ce qu'il y a de plus grave, les crimes contre les personnes. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous les moyens de bosser là-dessus. On ne peut pas aussi occuper les 50% de nos policiers à traiter uniquement des trafics de stupes, vous comprenez? Parce que, je veux dire, à un moment donné, il va falloir choisir. Ou alors, on donne vraiment beaucoup de moyens pour qu'on n'ait pas besoin de choisir, ça serait le monde idéal. Alors la justice, en plus, n'a pas seulement à protéger les enfants victimes de violences et à punir les coupables, elle a aussi à juger des mineurs de plus en plus violents. Et des responsables politiques contestent l'excuse de minorité. Les mineurs ultra-violents ont été eux-mêmes, vous le disiez tout à l'heure pour les adultes, victimes de violences quand ils étaient plus jeunes. Comment vous analysez cette montée de la violence chez les jeunes? C'est compliqué. D'abord, il y a une déréalisation de la violence. C'est ce que j'appelle voilà, le fait de choisir un langage, une façon de voir la violence et de créer ce propre vocabulaire. Vous savez très bien qu'un jeune ne dira jamais qu'il a tué quelqu'un d'autre. Il dira j'ai piqué ou planté avec son couteau. C'est-à-dire qu'il va utiliser un mot qui le détache de l'acte qu'il a commis. Les mineurs sont très doués pour ça. Ils ont leur monde à eux. Ils ne voient pas la réalité, la vie, la mort exactement comme un adulte qui a été confronté à la mort de proches. Plein de choses. C'est normal, c'est la maturité. Ça s'appelle la maturité. Mais il y a ce pouvoir des jeunes qui sont déjà avec les jeux vidéo, plein de choses déréalisées, mais c'est un autre problème, d'utiliser un vocabulaire. Et nous, on est toujours confrontés à ça. Vous avez un jeune qui a enfoncé un couteau de 15 cm dans le ventre d'un autre jeune, et il va vous dire, je l'ai piqué. Je dis, non, tu l'as pas piqué, tu l'as pas piqué. Oh, ok, je l'ai planté. Non, non, tu l'as pas planté, tu l'as tué. Tu comprends la nuance? Et on est confronté à ça, ce côté très, très... Voilà, mais même en matière de théorie, j'ai vu des jeunes, vers la fin de l'État islamique, de 15-16 ans, qui n'avaient une vision de la mort, de la violence, qui était complètement à côté de la plaque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la dislocation des familles, la puissance des réseaux sociaux qui participent à ça, le développement de la drogue? Oui, bon, évidemment. Après vous avez plein de facteurs, mais vous avez surtout quand même une espèce voilà, de monde parallèle quand même qui se crée, de jeunes qui sont entre eux en bande, qui vivent une autre vie que celle de la société directement. Ils sont un peu déscolarisés, ils ont pas donc il y a aussi les carences de l'école. Voilà, avec des carences, ils sont à peu près déscolarisés. Il y a des carences des adultes qui ne leur donnent pas les structures, les bases solides. Il n'y a plus de famille élargie non plus. Pire, ça peut être aussi des gens qui sont en plus coupés de leurs origines. Là, on est plein de l'immigration, c'est-à-dire on est coupé de ses origines, de ses repères quelque part, même culturels par moment, dans cette espèce de mélange de sociétés, de cultures différentes. Donc il y a plein de choses comme ça qui, en plus, leur font ressentir sans qu'ils puissent l'analyser, l'injustice de la société. Vous comprenez le truc? Un môme, un jeune, un adolescent, il ressent l'injustice sans pouvoir l'analyser. Moi, je la ressens, mais je peux l'analyser. Ça aide beaucoup. Je peux dire, ce monde est pourri, mais je vais vous expliquer pourquoi. Un jeune de 15-16 ans, il ne peut pas. Donc ça va se traduire par un mal-être et donc de la violence. Et du passage à l'acte, de la violence. Y compris contre lui-même, parce qu'entre parenthèses, on n'a jamais été confronté à autant de tentatives de suicide, de problèmes psychologiques chez les mineurs. Jamais. Dans les dossiers, je vois un nombre de mineurs qui ont fait des tentatives de suicide extravagants. À 16-17 ans, ils en font déjà à 5-6. Ils sont passés en hôpital psychiatrique. Et ça augmente, ce phénomène. Bien sûr. Maintenant, depuis le Covid, notamment, je pense. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, je vois une explosion de ces phénomènes de déséquilibre psychologique chez les mineurs.
Et alors, pour faire plaisir à l'opinion publique qui réclame plus de sécurité, on accuse la justice et les juges de laxisme. Quelle est votre réponse? Ouais, je crois qu'on a les prisons les plus pleines d'Europe, donc je sais pas si c'est une réponse, mais on a le plus de détenus, hein, donc on met beaucoup en prison. Je pense que et je réponds moi simplement, on n'est pas laxiste, et on incarcère beaucoup plus qu'avant. Maintenant, c'est quoi la solution? On est un pays qui a énormément de problèmes de société. Ces problèmes de société se retrouvent devant la justice d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, on traite tous les problèmes de la société. On est une société malade, profondément malade. Cherchons pourquoi cette société est malade, plutôt qu'aller voir le docteur et dire vous êtes nul, vous filez que du Doliprane, alors qu'il faudrait un coup de massue. Bon, ben ouais, les coups de massue, hein, vous savez, hein, en termes de sécurité, il y a que les naïfs qui croient que ça marche. Aux États-Unis, on peut être très très sévère, mais on a 2 millions de détenus, hein, de toute façon, et ça change pas la criminalité dans la rue pour autant, et le taux de criminalité. Donc c'est pas les maladies de la société qui entraînent tous ces dysfonctionnements, c'est pas que la répression. Il en faut, bien entendu. Il ne Mmh. faut pas être naïf Mais il et faut de la sortir n'importe prévention. quoi, mais il faut quand même un peu de prévention. Je parlais de la prévention, la meilleure, c'est protéger notre enfance. L'enfance en danger, si on s'en occupe bien, il n'y aura pas les phénomènes de poussée de criminalité, de violence quand ils seront jeunes adultes. La meilleure preuve en est justement, c'est tous ceux qui sont victimes de viols, d'inceste, d'actes pédophiles, qui vont reproduire les mêmes actes. Si on les avait pris en charge psychologiquement, etc., avant, ils n'auraient pas reproduit les mêmes actes. Ça, c'est de la vraie prévention, par contre. C'est de la vraie prévention. Parce que ça empêche des crimes futurs. Ouais, ça casse les chaînes. Vous dites en France, on vote des lois, mais pas les moyens pour les appliquer. Puis on l'a encore vu là avec l'évaluation du rapport de la Ciivise, la commission indépendante sur les incestes et les violences sexuelles faites aux enfants. On veut un État fort, mais on a une justice paupérisée. Est-ce que depuis 15 ans, il n'y a pas eu des progrès de fait? Alors, je vais être un peu déprimant, je maintiens que non. Ah bon? Pourquoi? Parce que, les contentieux ont tellement augmenté que l'argent qui est mis dans la justice fait pas face simplement à l'explosion des contentieux qu'on a devant nous. C'est-à-dire que, il faut quand même regarder, ce qui rentre et ce qui sort, si vous voulez. Bien sûr, on va vous dire: «On a augmenté le budget de justice de temps en temps». Oui, mais, comparons par rapport à l'augmentation de ce qu'on doit juger, de ce qu'on doit traiter. Et ça, c'est en constante augmentation. Bon, bah, je vous ai dit tout à l'heure un exemple, 30 de plaintes de plus pour des viols, Oui, par an. par an. Bon, bah, je veux dire, on peut le quantifier, parce que là, on verra qu'on met pas les moyens et qu'on continue à creuser l'écart entre ce qu'on doit traiter et les moyens qu'on a. Même si d'apparence, ouais, super, on a mis de l'argent, hein, mais c'est pas si simple que ça. Et est-ce que la France est l'un des mauvais élèves de l'Europe Bon, on le en sait la bien qu'on matière? a qu'on a qu'on a un budget par habitant, enfin, consacré à la justice qui est très faible par rapport aux grandes démocraties. Mais ça, c'est traditionnel chez nous. Mais là aussi, je ne veux pas donner l'impression que Calimero, voilà, c'est vraiment trop injuste, on n'a pas d'argent, pas de moyens, parce qu'encore une fois, ça n'empêche pas qu'on doit quand même, nous, avec ce qu'on nous donne, prioriser les crimes les plus graves, les choses les plus Oui, graves, être comme le plus l'affaire Iliana. professionnel Donc c'est possible. pas une question de se défausser. Mais attention, Oui. quand on a décidé, la société a décidé, c'est pas l'État, de libérer la parole MeToo, c'est pas l'État qui l'a décidé. C'est la société qui a décidé qu'enfin, on allait faire tout pour que les gens parlent, s'expriment, viennent déposer plainte. On parle d'imprescriptibilité, de choses comme ça. Mais par contre, la responsabilité de l'État par rapport à ça, c'est pas de dire ah oui, super, génial, faire de la démagogie. C'est de dire oui, j'ai compris ce que veut la société, je vais mettre les moyens de l'autre côté pour que la parole qu'on a libérée ne disparaisse pas, ne s'évapore pas dans l'air. Il faut qu'on puisse traiter les enquêtes derrière, hein, Ça se traiter suit les des plaintes. actes. Mmh. Ben, il faut traiter les plaintes. Ça ne suffit pas d'avoir des plaintes. Si c'est pour entasser, c'est pire que tout. Et alors, parmi les failles, voire les faillites de la justice, il y a l'affaire Grégory et plus encore l'affaire d'Outreau. Et on a accusé dans les deux cas les juges d'instruction d'incompétence et d'abus de pouvoir. Le président Nicolas Sarkozy, à l'époque, a même voulu supprimer le juge d'instruction. Et vous et vos collègues, vous vous êtes mobilisés contre. Vous avez été élu président de l'Association française des magistrats instructeurs et votre combat a été victorieux. Pourquoi le juge d'instruction est pour vous essentiel dans le système judiciaire français?
Alors, le système judiciaire français est assez particulier, Mmh. puisque le juge d'instruction est un magistrat du siège, donc indépendant, avec un statut d'indépendance. Ce qui est important de regarder en dehors du juge d'instruction dans un pays, c'est si on peut mener dans ce pays, dans une démocratie, une enquête indépendante. Et là, il y a différents facteurs. Il y a des pays où c'est la police qui est relativement indépendante, il y en a d'autres, c'est le parquet. Donc on n'a pas besoin de juge d'instruction. Le problème de la France, c'est que la police est très hiérarchisée et obéit uniquement au pouvoir exécutif. C'est clair, un chef de la police qui ne plaît plus au président, il dégage. Le parquet, statutairement, est hiérarchisé encore. Bien sûr qu'ils acquièrent une certaine indépendance et qu'il y a des ministres qui ne donnent pas de consignes. Mais si demain, on veut revenir en arrière, les textes n'ont pas changé. Le cordon ombilical existe toujours entre les procureurs et le pouvoir exécutif. Donc par Il rapport y à... a un risque de retour en arrière Bien sûr, regardez, là-dessus? quand justement on parlait de Nicolas Sarkozy, quand Rachida Dati a été garde des Sceaux, elle est venue, elle a dit je suis la chef des procureurs. Et elle a déplacé d'office des procureurs généraux. Ça ne se faisait plus. Elle est arrivée, elle a le pouvoir de le faire, elle l'a fait. Ce qui vous montre que demain, il y a... Alors qu'aujourd'hui, c'est interdit, que le ministre de l'Intérieur ne peut pas donner des instructions individuelles, par exemple, au Oui, non, bien, procureur. bien entendu, sauf qu'il gère toute sa carrière. Donc moi, je veux bien, mais je veux dire, le cordon ombilical est gênant de ce point de vue-là. Vous croyez que les nominations de procureurs de la République de Paris ou autres ne sont pas des actes politiques et que ce n'est pas des choix politiques? Non, franchement, ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Bien entendu. Et un magistrat, bah, c'est un homme, aussi une femme qui veut faire carrière, donc, qui aspire, qui peut... Vous savez, la magistrature, c'est beaucoup des réseaux, des gens qui connaissent, du piston pour avancer, etc. Donc un système qui n'est pas sain pour une justice vraiment indépendante. Donc dans ce schéma-là, le juge d'instruction, il a tous les défauts de la planète, mais au moins, bon, bah, il peut faire des enquêtes en indépendance s'il a envie d'être indépendant. Hein. Il y en a qui ne sont pas indépendants dans leur tête. Mais c'est important. Un procureur aujourd'hui, opportunité des poursuites, il peut classer sans suite une affaire. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir un juge d'instruction et vous constituer partie civile. Il y aura une enquête quand même. Il y a des pays, c'est pas possible. Aux États-Unis, c'est pas possible. Si c'est classé, c'est classé. Donc c'est un atout, malgré tout. Mais comme c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir, ou une femme, il faut qu'il soit contrôlé. C'est pour ça que le problème a toujours été les 3 magistrats de cour d'appel qui sont à la chambre de l'instruction, qui contrôlent les juges d'instruction et leur activité. C'est eux qui doivent pouvoir contrôler ce que fait le juge d'instruction pour éviter les dérives comme Outreau. Or, le boulot n'est pas fait. Les chambres de l'instruction sont débordées, donc ils ne connaissent pas les dossiers. Donc ils enregistrent, c'est une chambre d'enregistrement, si vous voulez, de temps en temps, ils vont remettre en liberté, ou etc. Donc c'est là que ça dysfonctionne? Oui, tout à fait. C'était la conclusion pour l'affaire Outreau. Hein. Aucun contrôle des 3 magistrats de cour d'appel qui composent la chambre de l'instruction et qui ont tout pouvoir sur les instructions. Ils peuvent prendre le dossier à un juge d'instruction et le donner à un autre juge d'instruction du ressort. Et ça n'a Ils pas peuvent... changé depuis? Non, pas du tout. Ben, moi, je vois bien à la cour d'appel de Versailles, les chambres d'instruction sont dans l'incapacité de contrôler le contenu des dossiers. Je les juge au bout. Quand je suis aux assises, je vois tout ce qui n'a pas été fait par juge d'instruction. Éventuellement, la chambre d'instruction n'a rien fait non plus. L'indépendance de la justice, c'est crucial, c'est un des principes de l'état de droit qui repose sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. On en est où là en matière d'indépendance de justice? Alors, Est-ce que les choses ont quand même évolué dans le oui, bon bien sens? sûr, dans la mentalité des magistrats, y compris au parquet, il y a eu une certaine prise d'indépendance. Depuis les années 90, hein, où c'était très très dur, quand même très violent, avec les affaires Urbain, etc. Il y avait quand même des choses très violentes entre le pouvoir politique et la justice. Donc ça va mieux. Il y a une pratique qui s'est instaurée justement de ne plus intervenir dans les affaires individuelles. Parce qu'il y ait un texte ou pas, ça ne change pas grand-chose. Si on a envie d'intervenir, on y arrive. Donc il y a toute une mentalité qui a un peu changé. Mais le retour en arrière est parfaitement possible, y compris dans les textes. Et vous laissez entendre que dans l'affaire des moines de Tibérine et dans l'affaire Karachi, vous avez été empêché de poursuivre l'enquête par votre hiérarchie qui était aux ordres de l'exécutif, et cela vous a valu des rapports difficiles avec une partie de l'autorité judiciaire et politique. Et vous écrivez « La chasse aux Trévidiques est ouverte ». Alors la formule, elle est percutante, Alors, je est-ce crois que qu'elle c'est n'était Gilberti, pas un collègue, exagérée?
Je crois que c'est Gilbertil, un collègue, Ah. qui l'avait dit. Non, c'était pas. J'étais convoqué tous les 4 matins par mon premier président, qui m'en voulait déjà de m'opposer à Sarkozy sur la suppression du juge d'instruction, et en plus de mettre mon nez dans les affaires Rwanda, moine de Tibérine, Karachi. Voilà, donc non, c'est la limite un peu. Mais là où on est indépendant, c'est que j'ai quand même pu faire mon boulot. C'est-à-dire que difficilement, mais on n'est pas dans un système où on a une justice aux ordres qui fait ce qu'on lui dit de faire. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, le système, beaucoup plus feutré. Mais Gilbertil aussi, ce collègue qui était aussi à l'antiterrorisme, qui faisait des Corses, m'a dit, quand je suis parti, il m'a dit: tu vas voir le retour de bâton. Le retour de bâton, je l'ai eu. Je suis arrivé à Lille, je me suis retrouvé aux affaires familiales, si vous voulez. C'est pas non plus, c'était pas mon profil de carrière, Ouais, mon on va en déroulement. parler. Et alors, ces entraves à l'indépendance de la justice peuvent avoir des conséquences graves en matière de lutte contre le terrorisme. Vous avez été juge d'instruction au pôle antiterroriste. La lutte contre le terrorisme, elle a nécessité une évolution de la loi vers la prévention avec les délits d'association de malfaiteurs et d'apologie du terrorisme islamiste. Et vous craignez que l'on aille trop loin dans la limitation des libertés et dans le deux poids, deux mesures. La fin de l'état de droit, en fait, c'est ce que souhaitent les terroristes. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est effectivement ce qu'ils souhaitent, nous pousser dans nos retranchements et qu'on abandonne nos principes, pour finalement avoir un effet de réaction, si vous voulez. C'est un peu l'idée. Ben Laden avait déjà théorisé ça, c'était de dire: il faut que les démocraties s'en prennent de façon différenciée à la population musulmane pour que la population musulmane nous rejoigne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'effet domino. C'est tout à fait comme ça que ça résonne. En fait, la problématique, c'est que la notion de terrorisme est très floue, déjà. Et qu'elle varie en plus en fonction de l'époque. Et des pays. Elle est très floue. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle terrorisme aujourd'hui, ça peut être utilisé, la même définition, pour des activités, des groupes, même d'opposition, dans 10 ans. Mais tout l'arsenal antiterroriste sera là. Donc on dira: bah tiens, un tel n'est pas d'accord avec moi, tiens, je vais l'interner psychiatriquement, vous voyez. Attention un tout petit peu à ce qu'on fait, parce que ces textes-là, ils peuvent paraître séduisants dans la situation actuelle. Le terrorisme islamiste, ils sont pas beaux, ils sont méchants. OK. Oui, mais en fonction de qui peut arriver au pouvoir, voilà, ça prend une autre dimension. Et de la situation et des gens en face. Moi j'ai vu le comportement de la France, qui a changé de tout au tout pour des raisons politiques, par exemple avec les opposants iraniens, puisqu'on parle beaucoup de l'Iran. Hein. Bon, moi j'ai eu ces dossiers de Mariam Rajavi, les Moudjahidines du peuple d'Iran, qui étaient nos amis, qui nous renseignaient sur ce qui se passait en Iran. Puis après, ils sont devenus nos ennemis quand il a fallu signer des contrats avec l'Iran en 2001-2002. On les a arrêtés tous. Puis maintenant, on regrette qu'ils ne soient plus là parce qu'ils avaient des capacités militaires en Iran et de renseignement qu'il n'y a plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut se méfier un peu de l'étiquette. C'est très politique, tout ça. Et la France, elle n'a toujours pas rapatrié les enfants français de parents djihadistes qui vivent dans des camps du Kurdistan syrien. Est-ce que ça, c'est pas contraire aux principes républicains et aux droits de l'enfant? Ah, c'est sûr, c'est évident. En plus, ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'au départ, on parle d'enfants qui ont 3, 4 ans, 6 ans, et maintenant on vient de dire: ah ben attendez, c'est plus des enfants, ils ont 15, 16 ans, 17 ans, ils sont beaucoup plus dangereux. Oui, c'est sûr. On a tellement fait en sorte qu'ils restent dans ces camps, continuent d'être embrigadés et qu'ils deviennent de jeunes majeurs que maintenant ils font peur. Mais c'était irresponsable de laisser des mômes de 3-4 ans dans ces camps, qui étaient français en plus. Enfin, Il y en avait 120 en 2025, l'an dernier. Oui, mais bon. Alors, changement, vous avez dû quitter l'antiterrorisme après 10 ans, fin août 2015, et 2 mois avant les attentats du 13 novembre, vous êtes persuadé qu'une attaque est imminente en France. Sur quoi se fondait cette précision? Expliquez-nous. Et puis, que fallait-il faire pour l'éviter? Surtout à partir du début 2015, on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de gens arrêtés travaillant pour Abaoud, qui nous disaient tous la même chose. Ils sont prévus. Abaoud a prévu des gros attentats en France et en Belgique. Bon, donc à force que ça soit récurrent. Hein. D'ailleurs, on a eu des alertes au niveau du Thalys au mois d'août. Bon, moi, au mois d'août aussi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été envoyé par Abaoud pour faire un concert de rock. On est en août 2015. Hein. Donc vous avez plein de... Et puis surtout, signaux. De signaux. Et puis c'est plus que ça. Ils vous décrivent la situation, ils disent qu'il y a plein de volontaires, qu'il y a plein de gens qui sont envoyés là en Europe par Abaoud pour faire une grosse campagne d'attentats. Donc vous en êtes certain. Mais comme on était débordés, qu'on n'avait absolument pas les moyens de faire face à cette attaque, vous en venez à la conclusion: ennemi trop fort, nous trop faibles, égale réussite des attentats. Vous voyez? En 2015, on a eu du bol. Thalys, c'est du bol.
OK, il y a les 2 Américains, mais ils auraient mis simplement 2 personnes et pas une seule avec des Kalash. Les 2 Américains qui ont maîtrisé le gars dans le Thalys, avec le gars derrière, c'était mort, quoi. Vous voyez, il y a eu Glam qui s'est tiré lui-même dans le pied et de faire un attentat contre une église. Je pourrais vous multiplier les exemples où on a eu de la chance en 2015. De la chance, pas rien de plus, hein. Donc, à force, j'ai dit: «Bon, voilà, maintenant c'est clair, il faut faire quelque chose, mais urgemment et d'envergure, parce que sinon on va se prendre un attentat massif». Il ne s'est rien passé du tout, il y a eu l'attentat massif. Après le 13 novembre 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, des moyens sans précédent donnés à la justice antiterroriste. Les billets qui tombent. 26 personnes au parquet national antiterroriste, au PNAT. PNAT, J'ai le parquet commencé en national 2000 au antiterroriste. parquet antiterroriste, j'étais procureur, on était 4. 4 en 2000 avec les islamos, les corses, les basses, etc. Vous voyez? Donc la DGSI qui a eu 2000 emplois créés, la capacité de faire appel à des experts extérieurs. Donc on réagit toujours après coup. Voilà, l'argent a coulé à flot après que le sang ait coulé à flot. Voilà à peu près comment on a géré. J'aurais préféré qu'on ait des moyens pour éviter que le sang coule à flot un peu avant, si vous voulez. Et pensez-vous que nos gouvernements n'avaient pas tiré les leçons de la décennie noire de l'Algérie entre 92 et 2002, où le terrorisme islamiste a fait au moins 100 000 morts? Est-ce que c'est parce que c'était en face? Non, personne n'a tiré des C'était à nos conclusions. portes et on a fait comme si ça ne nous concernait pas. Parce que ça a été vu comme un problème plus franco-algérien, de ancienne colonie, un rapport entre la France et l'Algérie, alors que c'était pas ça du tout. C'était bien du terrorisme islamiste. Il y avait beaucoup de terroristes en Algérie qui venaient d'Afghanistan, des camps afghans, qu'on appelait les Afghans en retour d'ailleurs. Donc c'était une mauvaise analyse de l'État français. Mais vous savez ce que c'est? Comme il y avait plus d'attentats sur le sol français d'obédience islamiste, depuis Port-Royal, 3 décembre 1996, jusqu'à Mera, mars 2012, aucun attentat réussi. Donc vous savez ce qui se passe pour nos gouvernants? Bon, il n'y a pas d'attentat, c'est pas boum, donc il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, la radicalisation montait, la menace montait, jusqu'à ce que ça nous explose à la figure. Alors vous avez ensuite été muté à Lille comme juge des affaires familiales et là vous avez instruit des drames quotidiens intrafamiliaux et dans l'horreur et le sordide il n'y a pas que le terrorisme. Et comment on vit cela? Comment on rentre chez soi le soir? Est-ce qu'on y pense? Et comment on se protège? Alors là, si vous me parlez de la période lilloise, il faut savoir que ma vie a été complètement bouleversée parce que d'abord, j'ai vécu seul à Lille, je sais ma famille où elle était. J'avais des gardes du corps au quotidien, j'avais plus personne. Je me suis retrouvé dans un petit studio et je changeais complètement de fonction, d'univers. Donc on parlait de bouleversement de la vie, c'était très, très compliqué. Les problèmes de justice au quotidien, c'est très insidieux car en fait, je me rends compte maintenant qu'à force d'avaler toute l'horreur du monde, Ouais. au bout d'un moment, il y a saturation. Là, je suis à saturation, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi comme ça pendant toutes ces années. Je pense que c'est lié à une vie quand même stable, avec une épouse, des enfants, des centres d'intérêt autres, des espèces de thérapie quand j'écris des livres, je ne sais pas, quand je fais de la musique. Donc j'ai cette chance quand même d'avoir d'autres choses dans ma vie qui me font des bouffées d'oxygène. Mais vous avez dû vous blinder. Oui, on se blinde, mais pas vraiment, c'est pas le blindage dans le sens j'en ai plus rien à faire de rien, je suis plus ému, c'est pas ça. On accepte et on se dit on va essayer de faire au mieux, mais on essaye que sa vie c'est très difficile, ne se résume pas qu'à ça, quand même, qu'au boulot et qu'aux horreurs du monde. Mais je sais pas quoi vous dire parce que j'ai quand même ma personnalité a quand même évolué et mes proches trouvent quand même que j'ai beaucoup douillé, entre parenthèses, et que j'ai quand même changé du coup. Je suis quand même très amer sur pas mal de choses. Ça a quand même eu un impact, psychologique. Et dans ces affaires sociales sordides, scandaleuses, qui impliquent parfois des personnalités locales, voire nationales, qu'est-ce que vous pensez du rôle des médias? C'est très compliqué. D'abord parce qu'il faut quand même faire gaffe à pas jeter en pâture n'importe qui trop rapidement, ça s'appelle la présomption d'innocence. On est quand même obligé de se souvenir de Dominique Baudis. Je sais bien que c'est un peu facile voilà, pas de personnalité. Donc il faut faire attention parce que la machine s'emballe quand même très, très, très vite. Ça a un impact quand même favorable, c'est que généralement, quand les médias s'emparent d'une affaire, ça pousse la police, la justice à bosser un peu plus vite peut-être. Il semblerait que c'était le cas pour C'est Pascal un rôle Noël. ambigu, non?
C'est un parfois. rôle ambigu, c'est un rôle ambigu, je crois que les médias ont besoin aussi je dis ça, besoin de se diagnostiquer. Les médias aussi, je pense, quand même. Sur attention, attention où on met la limite. Il ne s'agit pas de dire simplement la petite phrase. Oui, on rappelle quand même qu'il est présumé innocent, comme à la fin de chaque émission, après avoir raconté pendant 1 heure qu'il est évidemment coupable. Mais bon, non, mais Ouais, mais je oui, oui, caricature mais il faut à pas qu'on devienne des peine. tribunaux populaires, en Ouais, fait. voilà, exactement. Et les gens, effectivement, se retrouvent quasi condamnés avant de venir nous voir. Donc attention. Par contre, le côté positif, c'est que ça nous Mmh. oblige à réagir, ça c'est sûr, et à faire quelque chose. Et que pour les personnalités connues, ça montre qu'elles aussi, Oui, voilà. ont des Alors ça comptes à montre rendre. aussi qu'effectivement, la justice peut être égale pour tous, avec un danger. Il faut pas qu'il y ait de surenchère du côté magistrat. Il peut y avoir tendance chez les magistrats, parce que c'est une personnalité, même si le dossier ne tient pas, ou à vouloir montrer, oui, elle est égale pour tous, regardez, je suis aussi dur, voire Mmh. plus dur avec, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, j'avais déjà évoqué le problème de la détention provisoire de Nicolas Sarkozy, où j'avais dit, bah, dans 20 jours, il est dehors, hein. Il n'y a pas de critère de détention provisoire. C'est ce qui s'est passé, hein. Je Bien l'ai dit sûr. tout de suite, parce que, attention, à force de vouloir montrer que, il ne faudrait pas non plus qu'on traite plus mal. Si elle est égale pour tous, elle doit être égale, vraiment. Alors, vous êtes magistrat, on loue votre indépendance, votre caractère bien trempé avec une mère basque et un père breton. Vous aimez la musique, vous jouez de la guitare et vous êtes écrivain. Et vous avez notamment écrit Le Magasin jaune qui se passe à Paris, dans la rue Germain-Pilon pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation nazie, la collaboration, la déportation des Juifs. Le Magasin jaune, c'est un magasin de jouets et les héros de votre livre, ce sont surtout des enfants. Pourquoi ce livre? Bon, j'avais beaucoup écrit sur le terrorisme, sur la justice, sur donc le bien et le mal, mais dans ma sphère un peu professionnelle, que ce soit en roman, en BD, en essai. Et là, j'avais envie, c'est mon thème favori, mais de le traiter dans un roman qui parle pas de justice du tout, qui parle pas spécifiquement de crime, qui parle de vie, qui pourrait être la nôtre si on était sous l'occupation, finalement, hein. Et puis j'avais envie de me confronter à la problématique du monde des enfants par rapport au monde des adultes dans cette société en déliquescence, hein. Finalement, je pourrais écrire un livre comme ça aujourd'hui, dans une banlieue française, avec une bande de jeunes laissés à l'abandon, qui justement piquent ou plantent, si vous voulez, voilà, ces jeunes qui sont plus encadrés, qui ont leur propre existence qui va se créer. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui soit de l'ordre effectivement du contraste, encore une fois, entre la lumière du magasin jaune, des jouets, du monde de l'enfance, et l'obscurité du monde des adultes, qui crée, des situations comme on en vit aujourd'hui. C'est toujours pareil, on crée l'avenir de demain. Le Magasin jaune, c'est un magasin où petit, enfin, Oui, alors voilà, c'est complètement personnel. voilà, il y a Je des passais des heures, ça faisait rire mes parents, je passais des heures, petit garçon, devant la façade du magasin jaune, où il y avait des petits soldats à l'époque, c'est plus les mêmes jouets, hein. Et puis voilà, et puis je rêvais de tel ou tel petit soldat, et cetera. Et puis quand j'avais assez d'argent de poche, j'allais enfin acheter le petit soldat, c'était vraiment du rêve, avec une difficulté d'ailleurs de réunir les fonds nécessaires pour aller acheter le petit soldat. C'est pas comme aujourd'hui, où les gens ont quand même pas mal de facilité d'acquérir beaucoup de choses, hein. Franchement, bon, j'ai 60 ans, donc ceux qui ont mon âge savent très bien que quand ils avaient 7, 8 ans, et cetera, c'était plus difficile d'avoir accès aux jeux, à différentes choses. et alors la justice et la police française se sont mal comportés, sous le régime de Vichy, mais il y a eu aussi des justes, comme dans votre livre. Gustave, qui est Mmh. donc le patron du magasin de jouets, ou encore Socrate, qui lui était le propriétaire, du bistrot, Tout le à fait. coup du rouquin. Oui, c'est ce qui s'est passé sous l'occupation, ceci dit. Il y a toujours dans les périodes difficiles, dans tous les pays du monde, hein, en Iran ou autre, des gens qui vont essayer de tendre la main, d'aider, de lutter, de résister. C'est aussi la résistance. Le jaune, c'est la couleur de la résistance aussi, hein. C'est de l'espoir, de la résistance. Ça symbolise l'étoile jaune aussi, hein. Évidemment, hein, je suis allé au fond dans les symboles. Mais il y a eu ça, il y a eu des justes, voilà. Et je trouve il y a une valeur d'exemple. C'est toujours d'actualité tout le temps. Enfin, dans tous les problèmes, dans toutes les guerres, et cetera, on a ce révélateur de l'âme humaine. Les gens qui vont se comporter bien,
des gens qui vont se comporter mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de protéger une petite fille, hein, copine de C'est notre l'air d'être ça, héroïne, ouais. voilà. Ils vont le faire et ça va être très risqué pour eux et parce qu'ils ont été choqués tout d'un coup, on prenne ses parents le 16 juillet, et on les amène au Veldiv, hein, donc il y a tout ce phénomène-là. Il y a eu des gens, il y a des professeurs, quand il y a eu toutes les lois anti-juives qui ont quand même résisté. Clairement, la magistrature n'a pas résisté. Non. Voilà, c'est une honte pour nous, mais il faut aussi en tirer des conséquences. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut qu'on soit plus indépendant, pas simplement statutairement, dans notre tête, pour que demain, s'il y a des périodes de grande crise, on soit une garantie pour les citoyens français. C'est pas le cas du tout aujourd'hui, je vous le dis franchement. Je pense pas du tout qu'on serait différent, si on était dans une grosse crise, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on reste malgré tout une espèce de corps qui attend beaucoup de l'État. Non, je suis pessimiste, Non, on va mais dire ça. parfois ne rien faire, c'est vrai que c'est Ouais, aussi, mal agir, en fait. exactement. Quand vous avez du pouvoir, ne rien faire, c'est mal agir. Quand vous n'avez aucun, on peut pas vous demander la une non plus, hein, si vous Mmh. voulez. Et si vous avez un rôle social important, c'est quand même gênant de pas se servir du peu de pouvoir qu'on a pour résister. Merci infiniment, Marc Merci. Trévidic, d'être venu et merci à vous tous de votre attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle, émission sur YouTube Première de France 24. Merci à vous tous.